Joseph Kaleb est peut-être condamné à mort. Oui, Matata Ponyo est peut-être condamné à 10 ans de travaux forcés, mais ils ne sont pas condamnés au silence parce qu'ils sont en vie et ils sont en liberté. Ils ne sont pas condamnés à cautionner la guerre alors qu'on peut avoir une alternative, un dialogue initié par l'ECC et la CENCO. Oui, ils sont peut-être condamnés, ne peuvent plus arriver à Kinshasa aujourd'hui, mais ils ont encore une voix. Ils peuvent encore proposer des pistes de solutions et ils restent congolais et leaders d'opinion. Le conclave de Nairobi a accouché d'un mouvement, Sauvons la République démocratique du Congo. Joseph Kabila désigné comme président. Pour Kinshasa, il s'agit tout simplement d'une rencontre des condamnés à mort. Également, Patrick Mouyaya pense que Nairobi commence à être la capitale du complot. L'on sait que Cash est né à Nairobi. On était dans les processus de Nairobi. Mais ici, il faut quand même revenir sur le rôle de ces mouvements où plusieurs opposants seront désormais autour de Joseph Kabila et ils ont pris l'engagement. Chaque 3 mois, ils vont se rencontrer pour évaluer les actions. Est-ce que le peuple congolais y gagne quelque chose? Messieurs, bonjour et surtout, bienvenue dans cette émission, le décryptage sur Kivu Morning Post. Nous allons d'abord aborder les questions de forme. Avant d'aborder les questions de fond, avec Jospin qui est avec nous sur ces plateaux. Jospin, bonjour et surtout, bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup de l'opportunité. C'est toujours un plaisir de parler de la RDC et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Le conclave, on en parle parce que nous avons annoncé qu'il y a rencontre de Kabila avec les acteurs de l'opposition. On commence par là. Le conclave qui accouche des mouvements. Un autre mouvement qui s'ajoute, mais on aborde d'abord les questions de forme. Pour Kinshasa, la première question. Nairobi devient la capitale du complot. Oui, nous revenons sur le contexte. Depuis mai que Joseph Kabila a débuté des consultations avec des forces politiques sociales de la RDC, en commençant par Goma, Bukavu. Et puis il a annoncé l'ambition ou l'intention de poursuivre ou d'élargir les consultations sur d'autres Congolais qui se retrouvent en dehors de Goma et de Bukavu. Il avait d'abord annoncé une rencontre à Addis Abeba et à Dakar. Et, plus tard, c'est à Nairobi qu'il a rencontré d'autres forces politiques, des opposants principalement qui sont en exil aujourd'hui, mais d'autres qui sont venus de Kinshasa, à l'image de Seth Kikuni, sortis récemment de prison. Et il y a aussi Augustin Matata Ponyo qui fait partie des invités qui surprennent ou qui font réagir l'opinion congolaise parce qu'il venait de fuir Kinshasa après avoir été condamné à 10 ans des travaux forcés. Lui qui a évoqué une violation de constitution à plus de 50 fois. Il a parlé des contextes d'union sacrée à chaque fois qu'il avait une grande rencontre d'union sacrée et qu'il était sollicité. Il y a toujours une pression qui était derrière ces procès-là. Mais ce n'est pas là le sujet aujourd'hui, Blaise. Le sujet, c'est le cadre peut-être qui fait aussi polémique. Pourquoi Nairobi? Parce que pour le porte-parole du gouvernement congolais, Nairobi devient la capitale des complots de la RDC. Il fait allusion à l'AFC qui a été créé à Nairobi le 15 décembre 2000. Est-ce que c'est correct? Le 15 décembre. Connaissant l'histoire de la République démocratique du Congo, surtout l'histoire politique de la RDC, est-ce que c'est correct que Nairobi devient de plus en plus la capitale du complot? Ouais, j'en viens. C'est le 15 décembre exactement 2023, quelques jours avant les élections, que Corneille Nangaa avait lancé l'Alliance Fleuve Congo depuis la capitale du Kenya. Mais avant 2023, qu'est-ce qui s'était passé? Nairobi avait toujours des bonnes relations avec Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais suivi, en tout cas, une dégradation des relations diplomatiques, des tensions diplomatiques officielles n'existaient pas entre Kinshasa et Nairobi. Vous allez vous rappeler que la force de l'EAC, les premières troupes étaient kenyanes. Le commandant lui-même, Jeff Nyaga de la force de l'EAC, était kenyan. Et les forces kenyanes ont combattu aux côtés des FARDC contre l'AFC M23. Contre le M23 d'abord, avant que l'AFC ne se joigne.
au M23. C'est-à-dire que, historiquement parlant, il y a aussi les caches, l'UNC, l'UDPS, qui étaient créés à Nairobi avant d'aborder les élections en 2028, faire face au candidat de l'Amouka qui était Martin Fayoulou et celui du FCC qui était le dauphin de Kabila, Emmanuel Shadari Ramazani. Mais aussi, le Kenya a toujours été une destination où un tremplin des opposants qui vont en exil. Même Pero Luara lui-même est passé par la Tanzanie et le Kenya, le journaliste qui nous fait vivre aujourd'hui ce grand événement. D'ailleurs, je le salue en passant parce qu'il est peut-être le seul par qui nous avons trouvé toutes ces vidéos. Il a posé des questions quand même journalistiques, même si il a ses côtés-là penchants, il est hostile au régime de Félix Tshisekedi, mais quand même il a joué un grand rôle à Nairobi parce qu'il a posé des questions journalistiques bien fondées à Augustin Matata Ponyo, à José Makila, à Raymond Chibanda, à Moïse Nyarugabo. Il est ce journaliste-là qui nous a fait vivre tout ce qui se passe la deuxième question, à Nairobi. La deuxième question des formes, c'est par rapport aux participants. Parce qu'il y a inquiétude de certains Congolais. Il fallait quand même réunir les grandes figures de l'opposition. Moïse Katumbi, absent. Jean-Marc Abound, absent. Délice Sanga, absent. Martin Fayoulou, qui joue entre l'opposition et la majorité, absent. Est-ce que les conclaves, les résolutions des conclaves pèseraient vraiment sur l'ensemble du pays et l'ensemble de l'opposition? On ne va pas extrapoler les résolutions de Nairobi à toute l'opposition ou à toute la classe politique congolaise, mais l'essentiel, c'est de commencer. On commence toujours quelque part, Blaise, comme je l'avais dit, je venais de le dire. C'est une suite d'un processus qui a commencé à Goma. D'ailleurs, même pas à Goma, c'est un processus qui a commencé en Namibie avec Joseph Kabila, qui a commencé des tractations depuis bien longtemps. Depuis son exil, il a tenté de réunir les opposants. Les autres créent quoi? Il a déjà rencontré d'abord Moïse Katumbi, il ne faut pas l'oublier, à Addis Abeba. Lui qui était en exil aussi, les deux exilés se sont déjà rencontrés sous coulisses, à plusieurs reprises d'ailleurs. Vous allez vous rappeler que c'est Olivier Kamitatu qui avait annoncé que Kabila allait passer par Goma pour entrer en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, les relations entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont au bon fixe. Ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce qu'ils craignent d'autres? Ils se sont déjà rencontrés en exil. En parlant de Martin Fayoulou, je ne peux pas avoir peur de le dire. C'est un opposant, bien sûr, mais qui est proche du pouvoir. Donc ça ne peut pas surprendre qu'il ne soit pas là. Vous avez parlé de Jean-Marc Kabound. Il vient récemment de prison. On n'a pas encore renouvelé son passeport. Et ceux qui sont en Nairobi l'ont dit clairement à Pero Luara que s'il avait son passeport, peut-être, et s'il avait obtenu l'autorisation d'arriver à Nairobi, il serait aussi là. Il y a d'autres opposants. Il y a aussi Barnabé Milinga, vous ne parlez pas de lui, je ne sais pas pourquoi, mais il commence aussi à peser dans l'opinion aujourd'hui avec ses déclarations choc, avec ses prises de position hostiles. Lui aussi, il a un problème de voyage et de passeport. Ce n'est pas tout opposant qui peut se permettre aujourd'hui de quitter Kinshasa. Il y en a dont les passeports sont ravis à la DGM au niveau de l'aéroport et d'autres qui ont peur d'être associés à Joseph Kabila et être jetés en prison. C'est comme ses plus proches collaborateurs qui sont à Kinshasa. Il y a Aubin Minakou, il y a Emmanuel Shadari Ramazani, il y a Ferdinand Kambere. Ceux-là qui ont été déjà une ou deux fois convoqués par le ministre de l'Intérieur de Sécurité, vice-premier ministre, Chabani Loukoo. Ils ont été déjà entendus, interrogés par des services de renseignement. Ils ne peuvent pas se permettre de voyager et retrouver Kabila. Alors, Jospin, c'est-à-dire que, pour terminer cette réponse, Blaise, Kabila a commencé quelque part. C'est pas qu'il va avoir l'unanimité de toute l'opposition, tous les opposants, mais quand même l'opposition a besoin de cette coalition, de cette unité pour faire face aux enjeux de l'heure, aux enjeux politiques, sécuritaires et diplomatiques du moment. Et s'il y a déjà ces opposants-là qui se sont mis d'accord sur une coalition sauvant la RDC, est-ce que c'est mauvais de sauver le pays face à la crise multiforme, multidimensionnelle aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas mauvais. Si d'autres opposants estiment aussi qu'ils peuvent créer notre coalition, l'opposition, pour répondre aux intérêts suprêmes du peuple congolais, pour faire face à un régime qui commence à abuser de certaines prérogatives, ce n'est pas mauvais, Blaise. Si lui, il a commencé à Nairobi,
on voudrait bien que ceux qui sont restés au pays aussi se réunissent à Lubumbashi, à Kasumbalesa ou à Kinshasa pour former une autre coalition. Peut-être plus tard, tous vont se retrouver dans une même coalition pour décider de l'avenir de la République démocratique du Congo. Au soir, un soir là, très calme, le conclave prend fin. Mais la grande décision, c'est la création d'un mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Lorsque tu as appris cette nouvelle, c'était quoi la première réaction que tu as? C'était quoi la première impression que tu as eue? Bah, moi, je m'y attendais déjà parce que voir la casquette de certains politiciens qui étaient là, comme Augustin Matata Ponyo, président d'un des grands partis politiques, LGD, quand on voit cette Kikouni aussi avec piste, candidat président aux élections précédentes, et d'autres têtes de l'opposition, je me suis dit qu'ils ne peuvent pas être membres du FCC, ils ne peuvent pas adhérer directement au FCC, ils ne seront pas membres du PPRD. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une plateforme politique qui va constituer une base politique pour tous ces opposants afin de faire face aux enjeux de l'heure. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même une plateforme politique où chaque voix sera écoutée, où chaque proposition sera sur la table. Là, ce ne sera plus Joseph Kabila, mais ça va être toutes ces têtes-là. Et chacun va participer avec ses idées, avec ses perspectives. C'est notamment Matata Ponyo, Raymond Chibanda, Moïse Nyarugabo, il y a aussi Seth Kikouni. Tous ceux-là qui sont en Nairobi, ceux qui n'y sont pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a ceux qui ne sont pas en Nairobi, mais qui font partie déjà des Sauvons la RDC, qui vont aussi apporter leurs idées. Plus tard, ils vont aussi adhérer à cette plateforme-là. Qu'est-ce qui a sauvé ce qui a sauvé aujourd'hui, on sauve d'abord la RDC d'une crise sécuritaire qui présage une division du pays. Ce qu'il faut sauver aussi, sauver la RDC selon eux de la mauvaise gouvernance. Ils veulent sauver la RDC de la corruption. Ils veulent sauver la RDC de cette guerre interminable depuis plusieurs années, des détournements de plusieurs antivaleurs, selon les signataires. Ils viennent aussi de faire déjà des demandes à chaud. Ils demandent le retrait des troupes étrangères. Ils demandent la fin de la guerre. Parce qu'ils ont adopté aussi les 12 priorités de Joseph Kabila qu'il avait exposées lors de son adresse à la nation en mai dernier. Et que demande Joseph Kabila dans ces 12 priorités? C'est la fin de la guerre, la fin de la corruption, la fin des discours de haine, les retraits des troupes étrangères, la fin d'utilisation des mercenaires. Il a parlé des priorités des Congolais, ce ne sont pas des priorités. Et voilà qu'aujourd'hui, d'autres opposants viennent de les adopter. Et ce sont des priorités qui peuvent être aussi adoptées par le régime en place, par le président Félix Tshisekedi. C'est un Congolais parmi tant d'autres qui a fait 12 propositions et je n'ai pas vu une seule de ces 12 propositions qui demande la balkanisation de la RDC, qui demande la guerre. Ce sont des priorités qui demandent, qui proposent des pistes, des solutions aux problèmes des Congolais. Parce que la première de ces 12 propositions, c'est la fin de la guerre. Qui ne veut pas la fin de la guerre aujourd'hui, Blaise? Même si on parle de capital, pas de complot, mais quel est ce Congolais aujourd'hui qui ne veut pas la fin de la guerre? Je pense que c'est tout le monde qui veut que la guerre prenne fin parce que les dégâts causés par la guerre sont tragiques. Ce sont des milliers de Congolais qui meurent dans les violences armées de partout. Et s'il y a un Congolais ou 2, 3, 5 qui se mettent ensemble pour dire trouvons des moyens pour que nous mettons fin à la guerre. Trouvons des pistes et des solutions pour mettre fin à cette situation tragique. Je pense que c'est quand même salutaire. J'ai des dernières questions. Ma première dernière question, c'est de savoir, est-ce que c'est réaliste? Cet engagement que l'opposition vient de faire, est-ce que c'est réaliste? C'est un risque pour certains opposants comme Seth Kikouni, parce qu'au moins dans ce groupe-là, c'est lui qui a le 109. Les restes, ce sont des nostalgiques du pouvoir, si je peux le dire ainsi. Ils ont déjà géré, ils ont déjà été aux affaires et ils peuvent prendre tous les risques. Connaissant Félix-Antoine Tshisekedi, voilà pourquoi je pose la question. Ils reviennent sur le dialogue inclusif tel que proposé par la CENCO et les CC, alors qu'on sait que Félix-Antoine Tshisekedi n'est pas sur cette voie. Ce n'est pas une autre guerre qui va commencer, surtout une guerre politique.
Moi, je pense, Blaise, que les opposants ne sont pas là pour faire le lit du pouvoir. Ils ne sont pas là pour chouchouter le pouvoir. Ils sont là pour faire la pression. Ils sont là pour dire c'est assez. Depuis 2021, la guerre n'a pas pris fin. Nous avons été dans le processus de Nairobi. Je reviens encore à Nairobi. Nous avons été dans le processus de Nairobi. C'est ce processus-là qui a demandé le retrait des troupes, leur cantonnement, leur réinsertion sociale et économique. Mais ça n'a pas abouti. On n'a jamais, les troupes ne se sont jamais retirées. Elles n'ont jamais été cantonnées. Il n'y a jamais eu des réinsertions socio-économiques. Donc, le processus de Nairobi a échoué. Le processus de Luanda a échoué. Aujourd'hui, le processus de Doha est aussi en train d'aller vers un échec. Et quoi de plus normal que de voir, ou quoi d'anormal, si on voyait des Congolais qui se mettent d'accord et dire nous avons été dans plusieurs processus, ça n'a pas marché, sauvons la RDC. Parce que depuis 2021, c'est un cycle de conflits qui n'a pas donné des solutions, qui n'a pas eu de solution. Est-ce que si les Congolais se mettaient d'accord pour dire dialoguons, c'est un péché. Ils doivent être traités je ne sais pas, d'émissaires du Rwanda parce qu'ils ont dit dialoguons, mettons-nous ensemble, faisons un dialogue national et inclusif où toutes les forces seront entendues. Je pense que jusque-là, Blaise, je veux finir sur cette réponse, ce n'est pas un péché. S'ils se disent mettons-nous ensemble pour sauver la RDC de ce que tout le monde appelle aujourd'hui une honte au niveau international. Corruption, détournement, des lobbies qui ne marchaient pas. Si il faut que les Congolais redorent l'image de leur pays, est-ce que ça a un péché? Moi, jusque-là, je pense que le président Félix Tshisekedi a intérêt à écouter ces autres Congolais-là. Parce qu'il n'est pas le Congolais par excellence, il n'est pas le super Congolais. Même si le gouvernement répond en disant que c'est une messe des condamnés et tout, mais ça reste des Congolais qui peuvent avoir aussi des pistes de solutions à donner. Donc, ils ne vont rien imposer et ils n'ont pas pris des armes. À Nairobi, ce n'est pas un mouvement militaire, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement de la société civile aussi parce qu'il y a aussi Bienvenu Matumo, de la Lucha et d'autres qui ont adhéré à cette idée-là. Et je ne vois pas Bienvenu Matumo prendre des armes pour imposer une piste de solution aux problèmes des Congolais aujourd'hui. Avant Patrick Mouyaya, Jacquemaine Chabani a fait la même déclaration que Mouyaya. La rencontre de Nairobi est tout simplement une messe des condamnés. Après analyse, quelle réponse on peut dire? Lui, il a parlé d'une tentative de déstabilisation des institutions. Il a même mis en garde. Il a dit si ça sera une tentative de déstabilisation, tout en parlant d'une rencontre des condamnés. Bien voilà le point commun entre les deux représentants du gouvernement congolais, Mouyaya et Jacquemaine Chabani. Après analyse, est-ce qu'on peut se permettre de les dire? Moi, en tant que citoyen congolais, Blaise, moi je pense que oui. Joseph Kaleb est peut-être condamné à mort. Oui, Matata Ponyo est peut-être condamné à 10 ans de travaux forcés, mais ils ne sont pas condamnés au silence parce qu'ils sont en vie et ils sont en liberté. Ils ne sont pas condamnés à cautionner la guerre alors qu'on peut avoir une alternative, un dialogue initié par l'ECC et la CENCO. Oui, ils sont peut-être condamnés, ne peuvent plus arriver à Kinshasa aujourd'hui, mais ils ont encore une voix. Ils peuvent encore proposer des pistes de solutions et il reste congolais et leader d'opinion. Si on prend la géopolitique, Joseph Kabila reste incontournable aujourd'hui sur la scène politique congolaise. Matata Ponyo reste incontournable. Il a encore une opinion à donner. Il est encore respecté au niveau national et international. C'est Tikuni Memema et tous les autres paliers qui passent dans le Grand Nord, il est écouté, il est respecté. C'est-à-dire qu'ils peuvent être condamnés à mort, à 10 ans de travaux forcés, mais ils ne sont pas condamnés au silence. Ils ne sont pas condamnés à la naïveté, ils ne sont pas condamnés à tout accepter, à accepter la guerre, alors qu'il y a des pistes de solutions, il y a le dialogue inclusif et national qui est proposé par l'ECC et la CENCO. Je ne sais pas si l'ECC et la CENCO sont aussi des complices des malheurs des Congolais parce qu'ils ont proposé le dialogue inclusif. S'ils auraient appelé les Congolais à prendre les armes, les lances et aller imposer peut-être une piste militaire, je ne sais pas, des violences, j'allais aussi être contre eux, mais parce qu'ils parlent de dialogue, parce qu'ils parlent de la fin de la guerre, parce qu'ils condamnent les antivaleurs, la corruption, les détournements, je pense qu'ils ont une voix qui peut être écoutée par d'autres Congolais, par le pouvoir aussi, pour trouver une alternative. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas une autre alternative. Il n'y a que la violence, il n'y a que la guerre, il n'y a que des discours de haine,
Il n'y a que ces narratifs-là qui veulent montrer que d'autres sont des Rwandais, d'autres, ceux qui sont en Nairobi sont des Rwandais, ils n'aiment pas le Congo, alors qu'ils font des propositions qui sont réalistes pour répondre et qui racontent aujourd'hui la demande du peuple congolais. Le peuple congolais demande la fin de la guerre, la restauration de la confiance et de l'unité nationale, la réunification du pays. Et si cette dernière viendra de Nairobi, tant mieux. Si elle viendra de Doha, tant mieux. Si elle viendra de Washington, si elle viendra de Kasumbalesa, de Kinshasa, de partout, les Congolais ont besoin de rester un seul peuple et un seul pays. Merci beaucoup. On va rester un seul peuple. On les souhaite tous, mais cela demande du sérieux et l'engagement profond, surtout dans ces processus de la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.